Bonjour et bienvenue dans Immergé Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc., et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Série de 4 épisodes consacrés à Diana, princesse du peuple. Le premier épisode, duchesse abandonnée. Le deuxième, princesse de Galles trahie et dupée. Le troisième, intitulé Libre pour un dernier été. Et aujourd'hui, le quatrième et le dernier épisode, Candle in the Wind. Dans le premier épisode, on a vu son enfance. Dans le second, sa rencontre avec un certain prince Charles, leur vie de couple, leurs enfants, etc. Dans le troisième, le dernier été et l'accident. Et ce quatrième épisode, aujourd'hui, on va parler de l'arrivée au Royaume-Uni du cercueil de Diana jusqu'à son enterrement. Cet épisode commence le dimanche 31 août 1997, dès l'arrivée sur le sol britannique de Charles, Sarah, Jane et Diana dans son cercueil. Dès que la population a appris la nouvelle, le matin même, elle s'est dirigée vers le palais de Kensington, là où Diana vivait avec ses 2 fils, et jusqu'au jour de son enterrement, des tonnes de fleurs, des messages, des poèmes, des bougies, peluches et photos de la princesse y seront déposées, ainsi que devant le palais de Buckingham. Tony Blair, le Premier ministre de l'époque, s'exprime devant la presse quelques heures après l'annonce du décès. Voici son discours. « Je me sens comme tout le monde dans ce pays aujourd'hui, complètement dévasté. Nos pensées et nos prières vont à la famille de la princesse Diana. En particulier ses 2 fils, les 2 garçons, nos pensées vont vers eux. Nous sommes aujourd'hui une nation en état de choc, de deuil, de chagrin, qui est si douloureux pour nous. Elle était un être humain merveilleux et chaleureux. Bien que sa propre vie ait souvent été tristement touchée par la tragédie, elle a touché la vie de tant d'autres en Grande-Bretagne et dans le monde avec joie. Combien de fois nous souviendrons-nous d'elle et de combien de manières différentes avec les malades, les mourants, avec les enfants et les nécessiteux, quand avec juste un regard ou un geste qui en disait bien plus que des mots, elle nous révélerait à tous la profondeur de sa compassion et de son humanité. Nous savons à quel point les choses étaient difficiles pour elle de temps en temps. Je suis sûre que nous ne pouvons que le deviner, mais les gens partout, pas seulement ici en Grande-Bretagne, mais partout, ont gardé foi en la princesse Diana. Ils l'appréciaient, ils l'aimaient, ils la considéraient comme faisant partie du peuple. Elle était la princesse du peuple, et c'est ainsi qu'elle restera dans nos cœurs et dans nos mémoires pour toujours. Tony Blair est celui qui va prendre la mesure immédiate de l'impact du décès de Diana sur la population britannique et mondiale. Dès son arrivée, Diana est emmenée dans une morgue privée, puis son cercueil sera déposé dans la chapelle du palais de St. James, qui se situe près de Buckingham. La population pourra venir se recueillir devant son cercueil et des registres seront ouverts dans différents lieux pour qu'elle puisse s'exprimer. L'onde de choc est totale jusqu'à son enterrement et quelques jours après, Diana aura encore le droit aux unes. The Mirror, par exemple, titrera « Née Lady, devenue princesse, morte comme une sainte ». Discussion autour des funérailles. La famille de Diana, elle, souhaite des obsèques privées. La famille royale, elle est d'accord et cela l'arrange car elle ne saurait pas comment gérer cet enterrement. On rappelle, Diana n'est plus membre de la famille royale, il n'y a pas de protocole pour elle, il n'y a rien de prévu pour elle. C'est le Premier ministre Tony Blair qui demande à la reine que les funérailles soient nationales. Le peuple britannique et le monde entier ne se satisferont pas d'obsèques privées. Il faut que tout le monde puisse se recueillir ensemble. Pour la reine, le protocole c'est le protocole. Rien n'est prévu pour elle, pour Diana. Elle n'est plus rien vis-à-vis de la famille royale. Donc le lundi 1er septembre 1997, un communiqué du palais de Buckingham annonce que Diana, j'ouvre les guillemets, aura des funérailles uniques pour une personne unique. On ferme les guillemets. C'est encore le flou artistique. La reine, ses conseillers ne savent pas comment gérer cette disparition. Tony Blair, voyant qu'il n'arrivera pas à convaincre la reine seule, il décide de parler avec le prince Charles, qui est sur la même longueur d'onde, car Charles, lui, il sait à quel point Diana était aimée. Ils finissent tous les 2 par la convaincre pour organiser des funérailles nationales à Westminster Abbey. Dès que c'est décidé, le palais de Buckingham va commencer à communiquer en indiquant que les funérailles sont organisées par eux-mêmes et avec les services du Premier ministre
et l'accord du comte Charles Spencer, le petit frère de Diana. Rien n'étant prévu, pour elle, vu qu'elle n'est plus dans la famille royale, ils vont prendre exemple sur l'organisation des funérailles de la reine-mère, la Queen Mum. Que ce soit la reine-mère, même pour la reine, tout est prévu depuis des années, selon le protocole et les choix des personnes concernées. Par communiqué, Charles annonce avoir demandé que lors des funérailles, la déambulation, la procession, elles partent de Kensington, afin que les personnes présentes puissent mieux voir le cercueil de Diana. Ils savent qu'il y aura énormément de monde, ils agrandissent un peu la procession. Un autre communiqué où Charles remercie le public en son nom et celui de ses fils pour leur soutien, leur aide, et ils sont très touchés et reconnaissants. Le lieu où elle reposera n'est pas encore trouvé. Plusieurs idées qui sont étudiées, comme par exemple le caveau familial des Spencer, mais les paroissiens ne veulent pas que cela devienne un lieu touristique. Cela poserait des problèmes au niveau de la sécurité du public, trop d'influence dans cette église et le village. Où elle reposerait, c'est à côté du domaine d'Alsop. Petit chapitre concernant l'enquête et les poursuites judiciaires. Juste après l'accident, des photographes et motards ont été arrêtés par la police et mis en garde à vue. Dès le départ, on suspecte les paparazzi d'être à l'origine de l'accident, en forçant en fait la Mercedes à rouler trop vite pour leur échapper. Après enquête, les paparazzi seront mis hors de cause. Paul Henry, le chauffeur, roulait avec 1,75 g d'alcool dans le sang. Il prenait également des antidépresseurs et au moment du choc, il roulait à au moins 180 km/h. Tout s'arrête là. Lady Di serait morte dans un accident de voiture banal, en France, un chauffeur ayant trop bu et roulé trop vite. On va revenir à la réaction du peuple britannique et mondial, condamne en premier les paparazzi. Les journalistes viennent les interroger lors de dépôts de fleurs ou messages devant les différents palais. Les journalistes se font rembarrer. Leur travail, leur acharnement au scoop, information ont tué la princesse de Galles. Et puis on ne sait pas qui a commencé entre la population et la presse, mais le manque d'empathie de la famille royale envers Diana va s'attirer leur foudre. Le peuple britannique ne comprend pas pourquoi le drapeau sur le mât de Buckingham n'est pas en berne, en signe de deuil. Tout est toujours une histoire de protocole qu'il faut suivre à la lettre. C'est un étendard royal qui est hissé uniquement quand la reine est dans le palais. S'il est en berne, cela voudrait dire que le régnant est mort. La presse, elle cible directement la reine avec des unes. Je vous lis les titres. « Montrez-nous que vous êtes touchée ». Une autre une. « Parlez-nous, madame. Votre peuple souffre ». Une troisième une, où est notre reine, où est notre drapeau? Et une autre, les Windsor ont-ils un cœur? Les attaques sont frontales, mais les journalistes de presse ou paparazzi tentent de dévier les critiques faites à leur encontre en se retournant vers la famille royale. Ce qui est plutôt intelligent, car avec leur dicton « Never complain, never explain », ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier, la famille royale ne répondra pas à leurs attaques. Le décès brutal de Diana, le manque d'empathie de la famille royale, va mettre à mal la relation entre la monarchie et ses sujets. Tony Blair, lui, toujours le Premier ministre à l'époque, prend la défense de la famille royale en indiquant qu'il travaille pour organiser les obsèques et qu'il s'occupe de William et Harry. La famille royale va finir par se rapprocher du peuple en mettant en berne le drapeau sur Buckingham. Et à partir du jeudi 4 septembre, soit 5 jours après le drame, la famille royale va commencer à pointer le bout de son nez. Il faut dire qu'ils sont toujours tous à Balmoral. Personne n'est revenu à Londres. Donc les deux premiers qui vont être envoyés un petit peu en éclaireur sont les princes Andrew et Edward. Ils arrivent à Londres et se rendent au palais St. James pour se recueillir devant le cercueil de Diana et saluer la foule qui patiente pour entrer dans la chapelle. Cela s'est plutôt bien passé pour eux, ils ont été bien accueillis. Donc le reste de la famille va également sortir petit à petit. Toujours à Balmoral, la reine, son mari, Charles, William et Harry viennent devant les grilles du château pour lire les messages et regarder les fleurs que la foule a déposées.
peut voir que lors de cette apparition publique, Charles tient la main de Harry, le plus jeune des garçons. Le vendredi 5 septembre, veille de la cérémonie, c'est là où tout le monde va revenir à Londres. Élisabeth II, le prince Philippe arrivent à Buckingham Palace et s'arrêtent devant les grilles, refont la même chose qu'ils avaient fait devant le château de Balmoral, lire les messages, regarder les fleurs qui ont été déposées. La foule est présente, l'accueil est plutôt silencieux, puis se réchauffe quand le couple s'approche d'eux et leur parle. Ils prennent les bouquets qu'on leur tend pour les déposer avec les autres. Lorsque la reine demande à une jeune fille qui a un bouquet si elle veut qu'elle le dépose avec les autres, la jeune fille lui répond que non, le bouquet pour elle. La reine est surprise et elle lui demande si elle est sûre que ce soit pour elle. La jeune adolescente lui répond que oui, car elle méritait ces fleurs, qu'elle avait bien fait de rester avec ses petits-fils. En s'éloignant pour entrer dans les grilles du palais, le peuple les applaudit. La crise a pris fin. La monarchie n'est plus en danger. Charles, William et Harry y reproduisent les mêmes gestes, eux, devant Kensington Palace. La foule leur tend les bouquets qu'ils vont déposer eux-mêmes. Les garçons les remercient, leur sourient. La foule les applaudit vivement. Quelques heures après leur arrivée, la reine va enregistrer un message qui sera diffusé en direct à 18h. Les allocutions de la reine sont très rares. Il y a obligatoirement et traditionnellement celui pour Noël, et c'est tout. Elle a fait une première allocution en 1991 lors de la guerre du Golfe pour apporter son soutien aux soldats. Une seconde pour Diana, dont je vais parler après, pour son décès. Une troisième en 2002 pour la mort de sa mère, la Queen Mum. Une quatrième en 2012 pour la COP26 qui se déroulait à Glasgow pour appeler tous les dirigeants à travailler ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Et la dernière en 2020 pendant la pandémie de la Covid-19 pour parler des difficultés que tous rencontrent. Elle avait marqué tout le monde avec la phrase « Nous nous retrouverons, we will meet again ». Revenons à l'enregistrement où la reine se trouve devant une fenêtre ouverte montrant la foule amassée devant Buckingham Palace. Élisabeth II lit son texte, écrit par le palais et avec quelques retouches du cabinet du Premier ministre. Le terme de « People's Princess », princesse du peuple, que le Premier ministre avait dit, avait fait mouche dans le monde entier. Donc cette fois, ils ont eu une nouvelle bonne idée de faire dire par la reine, qu'elle mentionne qu'elle s'adresse au peuple britannique en tant que reine et grand-mère. Voici son discours. Depuis la terrible nouvelle de dimanche dernier, nous avons vu en Grande-Bretagne et dans le monde entier une expression accablante de tristesse à la mort de Diana. Nous avons tous essayé de nous en sortir de différentes façons. Il n'est pas facile d'exprimer un sentiment de perte puisque le choc initial est souvent remplacé par un mélange d'autres sentiments, incrédulité, incompréhension, colère, et préoccupation pour ce qui reste. Nous avons tous ressenti ces émotions ces derniers jours. Alors ce que je vous dis maintenant, en tant que reine et en tant que grand-mère, je vous le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Diana. C'était une personne exceptionnelle et douée. Dans les bons et les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité de sourire et de rire, ni d'inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais. Pour son énergie et son engagement envers les autres, et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons. Cette semaine, à Balmoral, nous avons tous essayé d'aider William et Harry à accepter la perte dévastatrice qu'ils et le reste d'entre nous avons souffert. Les personnes qui connaissaient Diana ne l'oublieront jamais. Des millions d'autres qui ne l'ont jamais rencontrée, mais qui ont senti la connaître, se souviendront d'elle. Pour ma part, je crois qu'il y a des leçons à tirer de sa vie et de la réaction extraordinaire et émouvante à sa mort. Je partage votre détermination à chérir sa mémoire. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de ma famille et surtout du prince Charles, de William et de Harry, de vous remercier tous d'avoir apporté des fleurs, d'avoir envoyé des messages et d'avoir rendu hommage à une personne remarquable. Ces actes de bonté ont été une énorme source d'aide et de réconfort.
Nos pensées vont aussi à la famille de Diana et à celle de ceux qui sont morts avec elle. Je sais qu'eux aussi ont tiré de la force de ce qui s'est passé depuis la fin de semaine dernière, alors qu'ils cherchent à guérir leur douleur et à affronter l'avenir sans un être cher. J'espère que demain nous pourrons tous, où que nous soyons, exprimer notre douleur à la perte de Diana et sa gratitude pour sa vie trop courte. C'est une chance de montrer au monde entier que la nation britannique est unie dans le chagrin et le respect. Que ceux qui sont morts reposent en paix et que chacun de nous rende grâce à Dieu pour quelqu'un qui a rendu heureux beaucoup de gens. Plus tard, la reine ira se recueillir devant le cercueil de Diana au palais St. James avant que celui-ci ne soit ramené à Kensington Palace, là où sa famille, les Spencer, ainsi que William et Harry vont pouvoir se recueillir à leur tour en privé. Donc la cérémonie, les funérailles nationales, ont lieu le samedi 6 septembre 1997. Tout d'abord, je vais donner quelques informations. Il y avait 533 représentants des 106 œuvres caritatives, dont Diana était la marraine, qui marcheront derrière son cercueil pendant tout le cortège. Tout le long du parcours, il y aura 2 millions de personnes qui seront présentes. Beaucoup de fleurs seront jetées au passage de son cercueil. Et la cérémonie rassemblera plus de 2,5 milliards de téléspectateurs dans le monde. Le cortège démarre vers 9h du palais de Kensington. Le cercueil est recouvert de l'étendard royal et il est placé sur un affût de canon qui est lui-même donc tiré par des chevaux. Sur le cercueil, il y a 3 bouquets. À l'arrière, des tulipes blanches déposées par William. Au centre, des lys blancs posés par le comte Spencer, donc le frère de Diana toujours. Et à l'avant, des roses blanches avec une enveloppe adressée à Mamie, maman, déposée par Harry. Lorsque la procession passe devant Buckingham Palace, la reine se tient devant les grilles avec d'autres membres de la famille, comme Margaret, sa sœur, Edward, Andrew, Fergie. La reine, qui ne s'incline devant personne, le fera dès que les chevaux passeront devant elle, tout comme Edward. Quand le cercueil passera devant Margaret, Andrew, Fergie, ils s'inclineront aussi. Un peu avant d'arriver à Westminster Abbey, le prince Philip, William, Charles Spencer, Harry et le prince Charles attendent le cortège pour marcher derrière le cercueil de Diana. Les 2 jeunes princes de 15 et 12 ans, tête baissée pendant toute la marche, sont entourés par leur père, leur oncle et leur grand-père paternel. Les enfants de Diana ne voulaient pas se montrer en public, à la vue de tous, en marchant dans les rues de Londres derrière le cercueil de leur mère. Le prince Philippe les fera changer d'avis en leur disant « Je marcherai si vous marchez ». Charles, lui, avait peur qu'on lui jette des objets sur lui. Il savait qu'on le rendrait et qu'on le rendait déjà coupable d'avoir rendu malheureux Diana. À 11h, la cérémonie à l'abbaye de Westminster commence. Donc il y a des écrans géants aussi qui se trouvent notamment à Hyde Park, à l'extérieur, pour que tout le monde puisse suivre l'événement. 2 moments forts resteront. Celui où Charles Spencer va lire un texte en hommage à sa sœur. Il sera applaudi par les invités dans l'abbaye et la foule à l'extérieur qui suit l'événement sur les écrans géants. Voici son discours. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, le représentant d'une famille en deuil, dans un pays en deuil, devant un monde en état de choc. Nous sommes tous unis, non seulement dans notre désir de rendre hommage à Diana, mais plutôt dans notre besoin de le faire. Car son attrait extraordinaire était tel que les dizaines de millions de personnes participant à ce service dans le monde entier, via la télévision et la radio, qui ne l'ont jamais rencontré, ont, elles aussi, le sentiment d'avoir perdu un proche aux premières heures de dimanche matin. C'est un hommage plus remarquable à Diana que je ne pourrais jamais espérer lui rendre aujourd'hui. Diana était l'essence même de la compassion, du devoir, du style, de la beauté. Partout dans le monde, elle était un symbole d'humanité, désintéressée, un porte-drapeau des droits, des véritables opprimés, une fille très britannique qui transcendait la nationalité. Quelqu'un avec une noblesse naturelle, qui était sans classe et qui a prouvé l'année dernière qu'elle n'avait besoin d'aucun titre royal
pour continuer à générer sa marque particulière de magie. Aujourd'hui, c'est notre chance de vous remercier pour la façon dont vous avez illuminé nos vies, même si Dieu ne vous a accordé qu'une demi-vie. Nous nous sentirons tous toujours trompés que vous nous ayez été enlevés si jeunes, et pourtant nous devons apprendre à être reconnaissants que vous soyez venus. Ce n'est que maintenant que vous êtes partis que nous apprécions vraiment ce dont nous sommes maintenant sans. Et nous voulons que vous sachiez que la vie sans vous est très très difficile. Nous avons tous désespéré de notre perte au cours de la semaine dernière, et seule la force du message que vous nous avez transmis au cours de vos années de dons nous a donné la force d'aller de l'avant. La tentation est grande de se précipiter pour canoniser sa mémoire. Il n'est pas nécessaire de le faire. Vous êtes suffisamment grand en tant qu'être humain, aux qualités uniques, pour ne pas avoir besoin d'être considéré comme un saint. En effet, sanctifier votre mémoire reviendrait à passer à côté de l'essence même de votre être, votre sens de l'humour merveilleusement malicieux, avec un rire à vous plier en quatre. Votre joie de vivre s'est transmise partout où vous avez apporté votre sourire et l'éclat de ces yeux inoubliables, votre énergie illimitée que vous pouviez à peine contenir. Mais votre plus grand don a été votre intuition, et c'est un don que vous avez utilisé à bon escient. C'est ce qui sous-tendait tous vos autres attributs merveilleux. Et si nous cherchons à analyser ce qui, chez vous, avait un tel attrait, nous le trouverons dans votre sens instinctif de ce qui était vraiment important dans toutes nos vies. Sans votre sensibilité donnée par Dieu, nous serions plongés dans une plus grande ignorance face à l'angoisse des malades du sida, au sort des sans-abri, à l'isolement des lépreux, à la destruction aléatoire des mines terrestres. Diana m'avait expliqué une fois que c'étaient ses sentiments de souffrance les plus intimes qui lui avaient permis de se connecter avec sa circonscription de rejetés. Et nous arrivons ici à une autre vérité à son sujet. Malgré tout le statut, le glamour, les applaudissements, Diana est restée une personne très peu sûre d'elle, dans l'âme, presque enfantine, dans son désir de faire du bien aux autres afin de pouvoir se libérer de profonds sentiments d'indignité, dont ces troubles alimentaires n'étaient qu'un symptôme. Le monde a senti cette partie de son caractère et l'a chérie pour sa vulnérabilité tout en l'admirant pour son honnêteté. La dernière fois que j'ai vu Diana, c'était le 1er juillet, jour de son anniversaire, à Londres, alors qu'en général, elle ne prenait pas le temps de célébrer sa journée spéciale avec des amis, mais était l'invitée d'honneur d'une soirée caritative, de collecte de fonds. Elle pétillait bien sûr, mais je préférerais chérir les jours que j'ai passés avec elle en mars, lorsqu'elle est venue me rendre visite chez moi et mes enfants, dans notre maison en Afrique du Sud. Je suis si fière du fait que, mis à part lorsqu'elle était en public, avec le président Mandela, nous avons réussi à empêcher les paparazzis omniprésents d'avoir une seule photo d'elle. Cela signifiait beaucoup pour elle. Ce sont des jours que je chérirai toujours. C'était comme si nous avions été transportés dans notre enfance alors que nous passions autant de temps ensemble, les deux plus jeunes de la famille. Au fond, elle n'avait pas du tout changé depuis la grande sœur qui m'avait maternée quand j'étais bébé, s'était battue avec moi à l'école et avait enduré ces longs trajets de train entre les maisons de nos parents avec moi le week-end. C'est un hommage à sa pondération et à sa force que malgré la vie la plus bizarre imaginable après son enfance, elle est restée intacte, fidèle à elle-même. Il ne fait aucun doute qu'elle cherchait une nouvelle direction dans sa vie à cette époque. Elle parlait sans cesse de quitter l'Angleterre, principalement à cause du traitement qu'elle recevait de la part des journaux. Je ne pense pas qu'elle ait jamais compris pourquoi ses véritables bonnes intentions étaient bafouées par les médias, pourquoi il semblait y avoir une quête permanente de leur part pour la faire tomber. C'est déconcertant. Ma propre et unique explication est que la bonté authentique menace ceux qui se trouvent à l'extrémité opposée du spectre moral. C'est un point à retenir que
que toutes les ironies à propos de Diana, la plus grande, était peut-être celle-ci, une fille portant le nom de l'ancienne déesse de la chasse, était en fin de compte la personne la plus chassée de l'ère moderne. Elle voudrait aujourd'hui que nous nous engagions à protéger ses fils bien-aimés, William et Harry, d'un sort similaire, et je le fais ici, Diana, en votre nom. Nous ne leur permettrons pas de souffrir de l'angoisse qui vous conduisait régulièrement au désespoir en larmes. Et au-delà de cela, au nom de ta mère et de tes sœurs, je promets que nous, ta famille de sang, ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer la manière imaginative et aimante avec laquelle tu conduisais ces deux jeunes hommes exceptionnels, afin que leurs âmes ne soient pas simplement immergées par le devoir et la tradition, mais puissent chanter ouvertement comme vous l'aviez prévu. Nous respectons pleinement l'héritage dans lequel ils sont tous donnés, et nous les respecterons et les encouragerons toujours dans leur rôle royal. Mais nous, comme vous, reconnaissons la nécessité pour eux de vivre autant d'aspects différents de la vie que possible afin de les armer spirituellement et émotionnellement pour les années à venir. Je sais que vous n'auriez rien attendu de moins de notre part. William et Harry, nous tenons tous désespérément à vous aujourd'hui. Nous sommes tous rongés de tristesse par la perte d'une femme qui n'était même pas notre mère. Nous ne pouvons même pas imaginer à quel point votre souffrance est grande. Je voudrais terminer en remerciant Dieu pour les petites miséricordes qu'il nous a montrées en ce moment terrible, pour avoir pris Diana dans sa plus belle et radieuse, et quand elle avait la joie dans sa vie privée. Avant tout, nous rendons grâce pour la vie d'une femme que je suis si fière de pouvoir appeler ma sœur, l'unique, la complexe, l'extraordinaire et irremplaçable Diana, dont la beauté, tant intérieure qu'extérieure, ne s'éteindra jamais dans nos esprits. Donc je reviens à Diana. Donc le deuxième moment riche en émotions, c'est Elton John qui chante Candle in the Wind, qu'il a réécrit pour Diana. Cette chanson faisait partie de son répertoire depuis 1973 et à l'origine, elle rendait hommage à Marilyn Monroe. Diana et Elton étaient très amis. Je vais vous lire les paroles. Au revoir, rose d'Angleterre, que tu grandisses pour toujours dans nos cœurs. Tu étais la grâce qui s'est placée là où des vies étaient tourmentées. Tu as réveillé notre pays, et tu as murmuré à ceux qui étaient dans la douleur. Maintenant tu appartiens au paradis, et les étoiles épellent ton nom. Et il me semble que tu as vécu ta vie comme une bougie dans le vent, qui ne s'estompe jamais quand le soleil se couche, quand la pluie s'installe, et tes pas te mèneront toujours ici, au bord des collines les plus vertes d'Angleterre. Ta bougie brûle depuis longtemps déjà. Ta légende perdurera pour toujours, ta beauté nous avons perdue. Ces jours vides sans ton sourire, cette torche les portera toujours, pour l'enfant bien-aimé de notre nation, et même si nous essayons, la vérité nous mène aux larmes. Tous nos mots ne peuvent exprimer la joie que tu nous as apportée au fil des années. Et il me semble que tu as vécu ta vie comme une bougie dans le vent, qui ne s'estompe jamais quand le soleil se couche, quand la pluie s'installe, et tes pas te mèneront toujours ici, au bord des collines les plus vertes d'Angleterre. Ta bougie brûlait depuis longtemps déjà. Ta légende perdurera pour toujours, au revoir rose d'Angleterre, que tu grandisses pour toujours dans nos cœurs. Tu étais la grâce qui s'est placée là où des vies étaient tourmentées. À la sortie, Corbillard emmène Diana directement au manoir d'Althorp, dans le domaine de la famille Spencer, où Diana sera enterrée sur une petite île du lac de la propriété. Pendant tout le périple en voiture, les gens jettent des fleurs sur le véhicule. Même au milieu de l'autoroute, ils se garent sur les côtés pour regarder passer le corbillard et jeter des fleurs sur le véhicule. Le chauffeur sera même obligé de s'arrêter et de déposer les bouquets coincés sur son pare-brise, car il ne voyait pas assez la route. Je vais parler maintenant de l'après-Diana. Il y en a un peu deux, donc il y a l'après-Diana quelques jours, semaines, mois après sa disparition, et puis il y a aussi 10-20 ans plus tard.
Quelques heures après son départ, les journalistes meublent lors de leur reportage. Donc William succédera directement après Élisabeth II. Charles lui laissera la place. Charles n'épousera pas Camilla, c'est impossible. Bon, en gros, rien ne s'est passé de cette manière. J'enregistre cet épisode en juin 2023, année du couronnement de Charles III, ainsi que de son épouse, la reine Camilla. Donc que s'est-il passé entre-temps ? Charles s'est occupé de ses fils. Comme le dira William, il a fait ce qu'il a pu. Charles a épousé Camilla en 2005, et seulement en 2004, une fontaine commémorative a été ouverte dans Hyde Park, à l'initiative de William et Harry. Il n'y avait rien avant en hommage à Diana. La famille royale a vite tourné la page après sa mort et a essayé de la rendre invisible, de l'oublier. Ses fils, donc les 2 orphelins, ils ont été adoptés immédiatement par le peuple. Ils sont en fait la continuité de Diana. Les gens leur ont reporté tout l'amour qu'ils ne pouvaient plus donner à la princesse de Galles. Diana était celle qui faisait rêver et qui rendait la monarchie si populaire. Après sa mort, c'est grâce aux enfants qu'il y a eu une continuité. Tout le monde aimait ces 2 jeunes princes orphelins de mère. Mais la famille royale ne faisait plus autant rêver. Il a fallu en fait attendre le mariage de William que la passion revienne. Conclusion. Tout le monde admirait Diana et pouvait s'identifier à elle. Elle était le conte de fées, la jolie jeune femme qui épouse un prince. Elle a été la femme empathique, tactile, proche du peuple, des malades. Elle a mis en lumière beaucoup de causes importantes. Un média avait interrogé un jeune punk à sa disparition et il avait dit avec émotion « Elle était des nôtres, la seule des Windsor à se soucier des gens ordinaires. » Il y a eu aussi la période de la femme malheureuse, avec des problèmes de couple, de boulimie, de solitude, de séparation et de divorce. Les problèmes que les gens ordinaires peuvent connaître de près ou de loin. La partie qu'elle aura le moins vécue est celle de la femme libre après son divorce. Diana était tout ça et aussi complexe comme nous le sommes tous. Elle recherchait aussi la lumière, elle se sentait aimée, et puis après elle ne voulait pas laisser la place à Charles et Camilla. C'est compréhensible, déçue et blessée de ne pas être aimée par son mari, elle se vengeait à sa façon. Je ne sais pas ce qui se serait passé si le drame n'était pas arrivé. La rancœur envers sa belle famille, son ancien époux et sa maîtresse aurait probablement été toujours présente. Est-ce que Charles se serait remarié avec Camilla devant Diana ? Il y aurait eu de l'électricité dans l'air. Diana était un vent de fraîcheur, de modernité pour la monarchie, en étant tellement proche de ses sujets. La famille royale peut lui dire merci. Ils l'ont bien utilisée, se sont servis d'elle du début jusqu'à la fin. Elle a été choisie sur CV pour épouser un prince, mais il y a eu tromperie sur la marchandise, le prince en aimait une autre, et on ne s'est pas trop occupé d'elle. L'accueillir avec bienveillance et entraide pour l'aider à s'épanouir dans ce monde, dans ce nouveau monde. Pour cette série sur Diana, mes sources viennent de ma culture personnelle tout d'abord. Grâce à ma mère, professeure d'anglais, aimant la famille royale, j'ai donc grandi avec eux. Je me suis aidée de divers documentaires qui sont passés à la télé pour les 25 ans du décès de Diana et puis lors de la mort de la reine Élisabeth II. J'ai lu également le livre d'Andrew Morton, Diana, sa vraie histoire. J'espère que ce 4e épisode vous a plu, ainsi que toute la série. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous tout plein!